Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est un cours sur la spermatogénèse humaine destiné aux étudiants de première année et intégré dans le module de médecine de reproduction, histologie et embryologie. La spermatogénèse est un processus unique de division et de différenciation cellulaire germinale qui va aboutir à partir de cellules souches diploïdes, c'est-à-dire contenant 46 chromosomes, 2N chromosomes, et des spermatogonies à la formation de cellules hautement spécialisées qu'on appelle les spermatozoïdes et qui sont des cellules haploïdes contenant N chromosomes, c'est-à-dire 23 chromosomes. Donc c'est un processus de différenciation, c'est un processus de division qui va commencer depuis la puberté et jusqu'à la fin de vie, selon un processus non cyclique et permanent, à la différence de ce qu'on avait vu concernant l'ovogénèse, qui est un processus limité dans le temps entre la puberté et la ménopause. Chez le sexe masculin, c'est un processus qui est permanent et on va voir tout à l'heure l'explication de ce caractère permanent. Il va se réaliser au niveau des tubes séminifères des testicules, qui est l'organe de reproduction, de formation des gamètes, et il va aboutir à ces spermatozoïdes à partir de cellules souches. Ça veut dire que ce sont des cellules qui vont permettre un auto-renouvellement permanent, ce qui va permettre bien sûr d'avoir ce processus de manière permanente tout au long de la vie. Un petit rappel anatomique sur l'appareil génital masculin qui contient les deux gonades ou testicules et qui nous intéresse de manière importante aujourd'hui, les conduits excréteurs qui vont servir pour l'extériorisation du sperme qui est composé de liquide séminal et aussi de spermatozoïdes, des glandes annexes qui participent à la formation du liquide séminal et du pénis, organe de copulation et d'éjaculation. Donc, comme on le voit sur ce schéma simplifié, donc les spermatozoïdes vont être formés au niveau du testicule, ils vont être stockés au niveau de la tête de ce testicule qu'on appelle l'épididyme, et au cours de l'éjaculation, ils vont être acheminés par le canal déférent. En passant par ce conduit qui est le canal déférent, ils vont subir une sécrétion par les vésicules séminales et la prostate pour la formation de sperme et qui vont être extériorisés à travers l'urètre masculin. Donc les testicules, comme on le sait, sont logés dans un sac cutané externe, ils sont extra-abdominaux et ce petit détail il a une importance qu'on va voir à la fin de ce cours quand on va parler des éléments qui peuvent perturber la spermatogénèse. Et ce testicule va permettre l'élaboration de cellules reproductrices que sont les spermatozoïdes. Il va aussi jouer le rôle comme ce qu'on avait vu concernant le cours de l'ovogénèse, l'ovaire ou l'unité fonctionnelle de l'ovaire qui est le follicule va avoir un rôle exocrine qui est la fabrication des gamètes, mais aussi endocrine qui est la fabrication des hormones stéroïdes, essentiellement les œstrogènes et la progestérone concernant l'état de la femme, et concernant l'homme, ça va être essentiellement les androgènes, c'est-à-dire la testostérone. Donc on voit ici une coupe du testicule qui va nous montrer les unités fonctionnelles qui vont permettre la synthèse et l'excrétion des spermatozoïdes. On voit que le testicule est segmenté par des septa pour former comme des lobules, et à l'intérieur de ces segments-là, on va avoir des tubes séminifères qui sont enroulés sur elles-mêmes et qui donnent une longueur très importante de ces tubes qui va permettre une sécrétion et une fabrication de millions de spermatozoïdes. Donc chacun de ces tubes séminifères va se déverser sur ce qu'on appelle le rété testis,
qui est au niveau de la zone médiale du testicule, qui va servir comme un confluent de tous les tubes séminifères pour permettre par la suite l'extériorisation de ces spermatozoïdes vers le lieu de leur stockage, le réservoir du testicule, qui est la tête de l'épididyme, où les spermatozoïdes vont séjourner pour subir une modification et une maturation, puis par la suite peuvent être évacués à travers le canal déférent. Donc les tubes séminifères, c'est le lieu où les spermatozoïdes vont être fabriqués, vont être synthétisés à travers le processus qu'on va étudier aujourd'hui. Donc ces tubes, comme on l'a vu, vont se jeter dans le rété testis, et l'ensemble constitue les voies excrétrices intratesticulaires. Puis par la suite, ces spermatozoïdes vont être déversés dans les voies excrétrices extratesticulaires que sont l'épididyme, les canaux déférents et le canal déférent, puis les sécrétions des glandes annexes, c'est-à-dire les vésicules séminales, la prostate et les glandes de Cooper, vont se rajouter à ces spermatozoïdes pour former le sperme. Ici, c'est une coupe de simplification de ce processus et qui nous montre une coupe au niveau d'un tube séminifère. Et comme vous le voyez, en haut, c'est la partie basale avec la membrane basale, et à partir d'ici, les spermatogonies ou les cellules souches vont subir des processus de multiplication par division pour d'abord former le stock permanent et laisser des cellules à la multiplication et à la différenciation. Et de ce côté-là, c'est la lumière du tube séminifère où vont arriver ces spermatozoïdes déjà matures et prêts à être acheminés vers l'épididyme où ils vont être stockés. La même chose ici avec un agrandissement plus important. Ici, ce sont les spermatogonies qui vont donner les spermatocytes 1 et 2. Et ici, on peut voir que ce processus se fait avec un accompagnement d'une cellule très importante qui va conditionner et qui va parrainer ce processus. Il s'agit de la cellule de Sertoli qui va accompagner ces spermatogonies, ces spermatocytes dans tout le processus de division et de maturation. Donc c'est la cellule tutotrice de ce processus de spermatogénèse. Donc ceci doit aboutir, comme on l'a dit depuis le départ, à une cellule hautement spécialisée, et comme on le dit toujours et on le répète toujours, la fonction explique l'anatomie ou la morphologie, et donc il s'agit d'une cellule spécialisée, d'une gamète qui a le rôle principal de transporter le patrimoine génétique pour permettre une reproduction et une procréation. Et donc cette cellule doit avoir un certain nombre de caractéristiques de spécialisation dans ce sens. Et ces caractéristiques sont d'abord, elle doit contenir le patrimoine génétique masculin sous forme d'un noyau contenant 23 chromosomes qui va participer à la formation du nouveau être qui est l'embryon qui va être la résultante d'une fécondation. Donc le patrimoine génétique. Deuxième fonction, ce patrimoine génétique doit être préservé et protégé. C'est pour ça qu'on doit avoir une enveloppe nucléaire solide et une condensation de la chromatine au niveau de ce spermatozoïde. Troisième chose, cette cellule doit transporter ce patrimoine génétique depuis les testicules jusqu'au tiers externe de la trempe chez la femme. Et donc c'est un long trajet
où ce spermatozoïde a besoin d'une mobilité propre à lui et il a besoin d'une résistance à plusieurs agressions. Il a besoin évidemment d'une énergie pour permettre ce transport très important et il a besoin d'avoir un patrimoine et des équipements enzymatiques pour pouvoir percer son chemin essentiellement quand il va être au contact de l'ovocyte et pour percer ses membranes. C'est pour ça que cette cellule est une très petite cellule, contrairement à l'ovocyte qu'on avait dit que c'est la plus grande cellule de l'organisme. Donc elle va faire, le spermatozoïde va faire uniquement 3 microns de large et 600 microns de long. Il est très mobile. Sa morphologie lui permet cette mobilité, comme on va le voir, et il est doté d'un patrimoine énergétique important. Donc, il est formé de 3 parties, la tête, la pièce intermédiaire, ici, on va la revoir, et le flagelle. Ici, on voit sur ce schéma qui montre l'ultrastructure du spermatozoïde, on va voir la tête qui est ici, avec deux principaux composants, le noyau qui contient la chromatine, et deuxièmement, l'acrosome qui va avoir un rôle de stockage de capital enzymatique qui va permettre la lyse de la zone pellucide et permettre la rentrée du spermatozoïde dans l'espace périvitellin de l'ovocyte. Deuxième partie qui est essentiellement la zone intermédiaire ou la pièce intermédiaire qui contient principalement l'usine de l'énergie du spermatozoïde, c'est-à-dire les mitochondries, et puis le flagelle qui commence déjà prend son insertion au niveau de la pièce intermédiaire et qui contient ces microfilaments qui ont leur principal rôle et la mobilité du spermatozoïde. La même chose sur ce schéma-là. Donc la spermatogénèse, on va la diviser en deux grandes parties. La première partie est la spermatocytogénèse, c'est-à-dire le processus essentiellement de maturation nucléaire. Et quand on dit maturation nucléaire, pour le simplifier, c'est la réduction chromosomique, c'est-à-dire le passage d'une cellule diploïde à 2 N chromosomes, c'est-à-dire 46 dans l'espèce humaine, à une cellule haploïde, c'est-à-dire contenant N chromosomes, et c'est-à-dire 23 chromosomes. Donc la seconde étape, il s'agit essentiellement d'une différenciation, d'une maturation du spermatozoïde, et il s'agit essentiellement d'une maturation cytoplasmique qu'on appelle la spermiogénèse, qu'on va voir tout à l'heure. Résumé de manière très simple de la spermatogénèse, et ce schéma est très important pour expliquer qu'est-ce qui se passe sur le plan nucléaire. Donc on va partir des cellules spermatogoniques. C'est la spermatogonie qui est une cellule souche. AD, ça veut dire dark, ça veut dire sa chromatine est condensée, et elle va nous donner deux cellules. Une cellule spermatogonie AP, c'est-à-dire avec une chromatine pâle. Elle est pâle parce qu'elle est décondensée, ça veut dire qu'elle est prête pour faire des mitoses et de la méiose. Et ici, AD, ça, c'est la cellule de réserve qui va permettre, donc à chaque fois que cette cellule se divise, une cellule parmi ces deux filles va entreprendre le processus de la spermatogénèse et l'autre, elle va rester comme réserve, c'est-à-dire elle va remplacer la cellule mère et jouer son rôle. Ce sont les cellules souches qui constituent cette réserve permanente et qui va permettre à ce processus d'être continu dans la vie à partir de la puberté. Donc la cellule AP qui a commencé le processus va donner des spermatogonies B. Donc chacune va donner deux spermatogonies B. Elles-mêmes vont donner des spermatocytes 2. Donc chacune va donner deux spermatocytes
à deux chromosomes, à deux N chromosomes, et à partir de cette étape-là va commencer la première division de la méiose, qui est la division réductionnelle, c'est-à-dire on va partir de 2 N chromosomes à N chromosomes, et à ce moment-là, cette cellule spermatocyte 2 va à ce moment-là se diviser encore dans le cadre de la deuxième division de méiose pour nous donner les spermatotides, pardon, pour donner les spermatides, et qui sont la dernière étape du processus de spermatogénèse. Après, c'est la spermiogénèse, c'est-à-dire la différenciation essentiellement cytoplasmique. Donc ce schéma résume de manière globale tout le processus qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc ce processus commence à partir de la puberté sous l'effet de la stimulation hormonale, et comme on a dit, donc le principal processus de cette différenciation nucléaire est la méiose. Donc ce schéma vous explique donc le processus de méiose que vous avez déjà fait dans le cadre de la biologie cellulaire, et ce schéma-là donc reprend exactement la même chose et nous dit la durée aussi des différents processus. Donc comme on l'a vu, spermatogonie AD, puis spermatogonie AP qui va donner le spermatocyte 1 qui est toujours à 2N chromosomes, et il va nous donner ensuite les spermatocytes 2, c'est-à-dire contenant N chromosomes, puis par la suite les spermatides, et à partir de ce processus-là, on va avoir la cytoplasmique qui va donner les spermatozoïdes. Donc la spermatogénèse proprement dite, juste un rappel sur les différentes cellules. La spermatogonie AD, elle a une chromatine sombre qui va se diviser par mitose et donnant deux cellules comme on l'a vu. Une cellule souche, c'est-à-dire il se reproduit elle-même, et une autre cellule AP qui va démarrer le processus de la spermatogénèse. Le spermatocyte 1 qui va résulter de la division des spermatogonies B, il va augmenter de volume parce qu'il fait de la réplication d'ADN, et il va avoir lieu de la première division méiotique qui va être réductionnelle et qui va nous donner les spermatocytes 2 qui vont contenir N chromosomes, c'est-à-dire la première cellule haploïde, donc une cellule bien sûr AX et une cellule AY, et ce processus va durer 23 jours. Ensuite, on va avoir le spermatocyte qui va très très rapidement se diviser pour nous donner les spermatogonies, c'est-à-dire sa durée de vie, elle est de uniquement une seule journée, donc il est rarement visible en coupe histologique parce que très rapidement il va donner les spermatides par la deuxième division méiotique et va contenir N chromosomes et N molécules d'ADN. Donc pour récapituler, une spermatogonie AP va donner naissance à deux spermatogonies B qui vont donner naissance à 4 spermatocytes 1, puis 8 spermatocytes 2 pour aboutir à la fin à 16 spermatides. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de division, il n'y a que de la différenciation, c'est-à-dire qu'une spermatogonie AP va donner 16 spermatozoïdes. Puis par la suite, on va assister à la spermiogénèse à partir de la spermatogonie. Et donc c'est une métamorphose du spermatide en spermatozoïde. C'est un phénomène de maturation essentiellement cytoplasmique par perte de cytoplasme, de développement du flagelle, et qui va aboutir en spermatozoïde. Donc principalement et essentiellement, ce processus va se dérouler en 4 étapes. Donc donc la première étape, celle de la formation de l'appareil de Golgi qui va se localiser au niveau du pôle céphalique ou du pôle céphalique de la cellule, et qui va confluer pour nous former les vacuoles acrosomiques. Puis par la suite, sur la deuxième
phase, les centrioles vont aller sur le pôle caudal de la cellule ou du noyau avec le centriole proximal et le centriole distal qui va servir pour la formation des axonèmes du flagelle et de la pièce intermédiaire. Au cours de la troisième phase, donc, le noyau va s'allonger et il va être entouré principalement par l'acrosome et la pièce intermédiaire va s'organiser avec la concentration ici des mitochondries, puis par la suite une concentration beaucoup plus importante ici, et évidemment le début de formation du flagelle et des microfilaments à partir du centriole distal et qui va ici devenir plus mature. Donc on revoit la même chose, donc ici à partir du spermatide, la formation à partir de l'appareil de Golgi des vésicules acrosomiales, ici la formation de cet acrosome, et puis par la suite le centriole qui va donner l'axonème, ici le début de développement du flagelle et l'ovalisation du cytoplasme, ici l'élimination de l'excédentaire cytoplasmique et l'organisation par la suite de cet acrosome qui va entourer presque la totalité du noyau qui devient allongé. Donc récapitulons sur ces étapes. Donc au cours de la première étape, le spermatide a un appareil de Golgi très actif et comme on l'a dit, qui va élaborer les vacuoles confluents pour former la vésicule acrosomiale qui contient des lysozymes riches en enzymes. Et ça, c'est une des principales fonctions de cet acromosome, c'est de pouvoir lyser les structures protectrices et l'enveloppe de l'ovocyte pour permettre l'introduction de ce spermatozoïde dans l'espace périvitélin, comme on va le voir lors du cours sur la fécondation, et permettre l'introduction du patrimoine génétique. Le cytoplasme contient par ailleurs des mitochondries, un réticulum endoplasmique, des ribosomes et des centrioles. Au cours de la deuxième étape, la vésicule acrosomiale va augmenter de volume et s'étaler sur le pôle céphalique du noyau pour former le capuchon acrosomial, et les centrioles vont se déplacer au futur pôle caudal pour former le centriole proximal qui est inactif, et par contre le centriole distal qui va servir pour la naissance de l'ensemble des microtubules à l'origine de l'axonème du flagelle, organe de la mobilité du spermatozoïde, donc qui revêt une importance capitale. Le cytoplasme va glisser le long du flagelle et au cours de la troisième étape, le processus d'allongement et d'élongation du spermatozoïde va avoir lieu avec le capuchon acromosomial qui va entourer les 2/3 du noyau qui devient alors à ce moment-là conique et qui va contenir une chromatine densifiée, c'est-à-dire une chromatine qui va être protégée contre toutes les agressions tout au long du processus de transport de ce spermatozoïde vers la filière génitale féminine. Donc le cytoplasme va se raréfier au niveau du pôle céphalique, les organites cytoplasmiques vont gagner le pôle opposé et le flagelle continue sa croissance avec un manchon cytoplasmique. Au cours de la dernière étape, la forme du spermatozoïde devient plus claire à ce moment-là. On va distinguer la tête et le flagelle et les mitochondries vont s'allonger et s'organiser en spirale au niveau de la pièce intermédiaire. Le cytoplasme en excès va former des gouttelettes cytoplasmiques qui vont se détacher sous forme de corps résiduels. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, ici pour récapituler. Donc la durée, comme on l'a vu, pour la durée de multiplication des mitoses des spermatogonies va durer 16 jours, puis la première méiose réductionnelle 24 jours, puis ensuite la deuxième méiose
équationnelle va durer quelques heures pour la formation des spermatides et le processus de spermiogénèse, c'est-à-dire la maturation de ce spermatide pour aboutir à un spermatozoïde, va durer 24 jours pour un total de 64 jours. Donc tout ce processus ne se fait pas au hasard, il est sous le contrôle de plusieurs paramètres et plusieurs éléments, dont principalement l'axe hypothalamo-hypophysaire par un contrôle neuro-hormonal. Et donc, ça va dépendre de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Et on sait que la cellule qui va permettre cette différenciation de spermatocytes et spermatogonie, spermatocytes et spermatide puis spermatozoïde va être parrainée, dirigée par la cellule de Sertoli, et cette cellule de Sertoli est stimulée essentiellement par l'hormone hypophysaire, la follicle stimulating hormone, la FSH, et qui va agir directement sur cette cellule. La LH va, elle, provoquer la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Ces cellules siègent aussi dans l'espace interstitiel du testicule, et la testostérone elle-même agit sur le processus de spermatogénèse par une action directe sur les cellules de Sertoli. Donc comme on le voit ici, système nerveux central, l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH ou ce qu'on appelle aussi la LHRH, qui va avoir un effet sur l'hypophyse pour la sécrétion de la LH qui va agir sur les cellules de Leydig. Principalement, le rôle principal, c'est la sécrétion de la testostérone. L'hypophyse va aussi sécréter la FSH qui va agir sur la cellule de Sertoli, qui va guider la spermatogénèse. Et donc, cette spermatogénèse va se faire sous le contrôle de la cellule de Sertoli, c'est-à-dire qui est sous l'effet de la FSH, mais aussi par l'effet direct de la testostérone. Évidemment, la testostérone est une hormone stéroïde qui va agir par un effet de rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Et il y a aussi cette hormone qui est l'inhibine B sécrétée par les cellules de Sertoli qui va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Il y a bien sûr des facteurs extrinsèques qui peuvent perturber le bon déroulement de la spermatogénèse, avec essentiellement les agressions externes, que ce soit des agressions vasculaires lors d'une ischémie par exemple, c'est le cas par exemple lors de la torsion du cordon spermatique qui va empêcher la vascularisation du testicule et même voir le risque de nécrose et de mort des spermatogonies, donc détruire la réserve de cellules souches de ces testicules. Il y a aussi les infections qui peuvent agresser ces testicules même au cours de l'enfance et dans l'état prépubértaire, comme par exemple le virus des oreillons qui peut donner des orchites et donner une stérilité par azospermie par la suite. Il y a les agressions externes médicamenteuses comme de la chimiothérapie par exemple, les rayonnements ionisants, c'est que par exemple les enfants qui sont atteints de cancer nécessitant une radiothérapie, cette radiothérapie peut détruire complètement les testicules et donner une stérilité définitive. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent nuire à la spermatogénèse, comme l'augmentation de la température intrascrotale, par exemple, lorsque le testicule n'est pas en extra-abdominal, lors de ce qu'on appelle la cryptorchidie ou l'ectopie testiculaire. Le testicule ne peut pas fonctionner normalement à une température de 37 ou de 36,5. Il a besoin d'une température de 34. Donc le fait que ce testicule siège au niveau intra-abdominal va subir la température corporelle et donc ce qui va perturber la spermatogénèse. Dernière chose lors de ce cours, c'est comment on explore la spermatogénèse. On va l'explorer soit directement en analysant
le sperme lui-même, et donc on va voir le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et leur morphologie. Donc il y a des références actuellement, on se base sur les valeurs normales données par l'OMS, par exemple le volume de l'éjaculat, la concentration des spermatozoïdes, et vous voyez que c'est des millions, donc là il faut avoir plus de 15 millions par millilitre pour dire que le nombre de spermatozoïdes est normal, et la mobilité des spermatozoïdes doit être supérieure à 32% concernant les spermatozoïdes rapidement mobiles. On vérifie aussi la vitalité, la morphologie pour voir est-ce que le spermatozoïde a une forme normale, parce qu'il peut avoir des formes anormales par une double tête, parfois un double flagelle, un flagelle cassé, ce qu'on appelle un spermatozoïde macrocéphale, ou beaucoup d'autres anomalies, ce qu'on appelle les tératospermies. Donc, les aspects normaux et pathologiques que vous pouvez voir à ce niveau-là sont tout à fait des choses qu'on voit tous les jours lorsqu'on analyse des spermogrammes. On peut aussi explorer la spermatogénèse indirectement par les dosages des hormones, essentiellement la FSH, la LH, la testostérone et l'inhibine B, pour voir est-ce que ces problèmes de spermatogénèse proviennent d'un problème de régulation hormonale ou d'un problème local au niveau testiculaire.